nous-mêmes, moi, je suis français et en France, on a ce problème qui revient sans arrêt sur les aspects positifs de la colonisation. Et sur les musées, c'est aussi important. En France, on a par exemple à Paris le musée l'Institut du monde arabe, l'Institut du monde arabe qui est censé représenter la culture des pays arabes et en fait représente une vision très néocolonialiste du monde arabe. Justement, on peut se demander comment le Congo va pouvoir se réapproprier ses biens spoliés, puis aussi sa culture effacée par le colonisateur. Comment est-ce qu'on peut imaginer maintenant le futur du Congo? Alors j'ai envie de donner pour ça la parole à Jessie Budiaï-Kalanga, qui est chargée de projet à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime au sein du programme mondial de la lutte contre la criminalité maritime, mais qui a véritablement une vision très intéressante sur ce que pourrait être, ce que va être le futur du Congo. Merci beaucoup, Jean-Michel. Bien le bonjour à tous. Alors, je suis Jessie Moudiaï, mais effectivement, j'ai un background en droit. Et de fait, j'ai un esprit très méthodique. Je ne sais pas, Jean-Michel, vous avez dit qu'il y avait un moment de questions-réponses ou pas du tout? Oui, tout à l'heure, si on n'a pas trop débordé, on aura une section de questions-réponses. Oui. Ok, alors très furtivement, avant donc, de rentrer dans mon propos, j'ai un peu écouté tout ce qui a été dit et je voulais quand même revenir en 2 minutes très rapidement parce qu'en tant que juriste, j'ai un esprit assez méthodique et je me demandais d'abord, je me disais qu'il était très important de s'accorder sur les mots et la définition des termes. Et donc, j'aimerais bien savoir, que ce soit nous ici les intervenants ou tout le monde dans la salle, pas nécessaire de répondre immédiatement, mais d'abord, qu'est-ce qu'est le colonialisme? La définition précise, il faudrait s'accorder sur la définition. Ensuite, quelle est la différence précise entre le colonialisme et le néocolonialisme? Quelles sont les caractéristiques du néocolonialisme aujourd'hui en 2025? Et j'ai écouté ce que vous avez dit, monsieur Louis-Philippe, vous affirmez qu'il y a encore des conséquences aujourd'hui du colonialisme ou du néocolonialisme en 2025 au Congo de manière générale, et je voudrais bien savoir lesquelles, puisque vous dites it never ended, it just changed the form. Donc ça c'est une première question. Et j'ai écouté ce que vous avez dit, monsieur Dieudonné, très intéressant. C'est une vision que je n'avais jamais entendue, très honnêtement. J'ai fait mes études au Congo et à Paris, et je n'avais jamais entendu cette vision de l'histoire de la colonisation du Congo qui serait colonisé par procuration. Je vous saurais gré si jamais vous avez des sources ou qu'elles soient de me les transférer. Et merci beaucoup. Et enfin, monsieur Nibizi, parmi les solutions que vous avez citées, vous disiez revenir à l'administration avant l'époque coloniale. J'aimerais bien savoir un peu plus sur la faisabilité concrète de ce fait. Et la toute dernière question, enfin c'est pas tant une question, mais c'était mon âme aussi juridique et légaliste pour vous, madame Betsy, sur les questions de la restitution des biens culturels africains. Il me semble que ce qui a été acquis légalement et juridiquement par le passé ne peut pas être aujourd'hui en 2025 revendiqué alors que ça avait été acquis légalement par le droit de la guerre. Alors, il y a évidemment des questions morales, des questions diplomatiques, mais sur les questions juridiques, le droit de la guerre est tel qu'il est et tel qu'il a été, et peut-être qu'on pourra aborder cette question aussi. Mais très rapidement, donc, pour revenir sur mon propos, j'ignore quel est le niveau, puisque je suis moi-même très perdu sur la connaissance de la région azerbaïdjanaise. Donc, je n'aurais pas la prétention de penser que les Azerbaïdjanais ou le public dans la salle a une très bonne connaissance de l'histoire et de la région en Afrique. Et donc, avant d'abord de revenir sur l'Afrique, je voudrais qu'on fasse un saut de l'autre côté de l'Atlantique en 1955 à Alabama, à Montgomery. C'est l'histoire de Rosa Parks qui doit être très connue. Et Rosa Parks, donc, qui décide de boycotter avec l'ensemble de tous les Noirs les bus municipaux américains, puisque celle-ci aurait été
écartée de là où elle était assise au niveau de la place des Blancs. Pour le contexte, les Noirs devaient être assis tout au fond et elle a décidé de rester assise devant. Et pendant donc 381 jours, pendant 380 à 381 jours, c'est-à-dire plus d'une année, les Noirs d'Amérique vont décider de marcher, vont décider de boycotter les bus municipaux, vont décider de faire du covoiturage, jusqu'à ce qu'au bout de 380 jours, il y ait des accords juridiques de telle sorte à ce que les Noirs puissent avoir tous accès au bus, peu importe le compartiment. Et donc, au-delà de la grandeur, on ne va pas revisiter le passé, au-delà de la grandeur que c'était de marcher pendant 381 jours, je vais me permettre de critiquer quand même cette approche, puisque j'ai envie de dire que pendant 381 jours, aucun Noir, aucune personne noire n'a eu l'idée de se dire qu'il fallait créer leur propre bus. C'est-à-dire que pendant 381 jours, dans un milieu, dans un monde où vous auriez pu avoir l'intelligence économique et productrice de créer vos propres bus et d'être indépendant financièrement, personne n'a pensé à se dire on va être indépendant, mais plutôt ils se sont dit on va se battre pour être accepté par les autres. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je pense que réévaluer l'héritage colonial belge, au-delà de revisiter le passé, c'est aussi une façon d'apprécier le présent à la lumière de l'histoire. Donc, parce que pendant longtemps, le débat sur la colonisation a fait face à deux impasses. La première impasse, c'est l'impasse de la glorification. C'est l'impasse du colonisateur. C'est ce discours qui consiste à dire que le temps des colonies était un temps béni. Je ne sais pas c'est quel artiste français qui chantait il est loin le temps béni des colonies, mais c'est ce discours qui consiste à annihiler ou à amoindrir l'impact de la colonisation sur les populations locales. Ça, c'est l'impasse du colon. De l'autre côté, il y a l'impasse du colonisé. C'est ce discours qui consiste à remettre sur la colonisation tous les faits, tous les maux, tous les malheurs que les populations actuelles subissent en Afrique et notamment au Congo. C'est-à-dire qu'on remettrait sur la colonisation la pauvreté, les instabilités gouvernementales, le taux de chômage, tout ça serait à cause de la colonisation. Et ces deux impasses, ce discours du colonisé et ce discours du colon, nous empêchent de produire une mémoire partagée. Et donc, au-delà de la dimension historique, je pense qu'il y a une dimension politique à la question de la réévaluation de l'histoire coloniale belge. Réévaluer l'héritage colonial belge, il y a une dimension politique qui consiste à se poser la question de savoir comment transformer cette mémoire en une responsabilité collective. Le discours que j'essaye de porter ici, c'est simplement de dire qu'au bout d'un moment, au-delà de l'histoire, au-delà de la dimension historique, remettre la responsabilité ou attendre quelque chose encore aujourd'hui en 2025 de la part de l'ancien colon, c'est peut-être un discours très passéiste. La responsabilité collective, c'est de dire aujourd'hui nous sommes capables de produire par nous-mêmes et nous n'attendons rien de la part de l'ancien colon. Pardonnez-moi, mais j'ai envie de dire pendant près de 3 siècles, plus de 3 siècles, le Brésil a été colonisé par le Portugal. Aujourd'hui, le Brésil est membre des BRICS. Le Brésil est une puissance régionale. Pendant près de 2 siècles, l'Inde a été colonisée par la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, l'Inde est une puissance nucléaire. Aujourd'hui, l'Inde est membre des BRICS. Aujourd'hui, l'Inde est une puissance économique dans la région. Pendant plusieurs années, Singapour a été colonisé par la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, c'est le 3e PIB par habitant au monde. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Comment aujourd'hui, en 2025, on est encore en train d'attendre des réparations de la part de la Belgique,
Qui, dans tous ceux que j'ai cités, que ce soit le Brésil, Singapour, l'Inde, qui a tenu un discours qui consistait à dire « réparez-nous ». Comment aujourd'hui, en 2025, sans aucune forme de condescendance, comment aujourd'hui, en 2025, à l'instar de l'Allemagne ou du Japon, qui auraient connu des dégâts matériels exécrables après les guerres mondiales, bien évidemment, ils n'ont pas été colonisés, mais comment, aujourd'hui, en 2025, à l'aune de ces deux exemples, comment est-ce qu'on peut se dire que le Japon, qui est une puissance, ou que l'Allemagne, qui est une puissance, le moteur de l'Union européenne, qui a subi deux humiliations en 1918 et en 1945, avec le traité de Versailles en 1919, comment est-ce qu'aujourd'hui l'Allemagne, qui est une puissance régionale, elle n'a jamais demandé de réparation, elle n'a jamais tenu de discours moralisateur, elle n'a jamais tenu de discours sur l'histoire, elle ne s'est jamais regardée en se disant « il aurait fallu qu'on fasse les choses autrement ». Non, ils se sont mis à produire. Et c'est ce discours que je voudrais aujourd'hui marteler. C'est un discours de responsabilité collective. C'est un discours de lucidité. Et pardonnez-moi, je travaille aujourd'hui pour les Nations Unies, je suis basé à Dar es Salaam, en Tanzanie, et dans le cadre de mes missions, je suis très souvent emmené à travailler au Congo. J'étais à Kinshasa en août, tout le mois d'août. À Kinshasa, je rencontre des hommes et des femmes. Je travaille pour le Programme mondial de la lutte contre la criminalité maritime. Donc, mes principales parties prenantes, ce sont le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, mais notamment les agences de police, la police marine, la police fluviale, la police des frontières, la douane. Et tous ces hommes et ces femmes que je rencontre me disent à moi, Monsieur Djissi Moudiane, il faudrait que vous écriviez à nos responsables pour qu'ils prennent des décisions et qu'ils implémentent ce programme de manière effective. Parce que si c'est nous qui écrivons, ils prendront le papier et le mettront sous la table. Si c'est nous qui écrivons, il n'y aura aucun impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne de l'extérieur qui aurait, je ne sais pas, une certaine légitimité, aurait plus d'impact et plus d'influence sur les autorités congolaises que ceux qui vivent sur terrain eux-mêmes. Elle est où la responsabilité de la Belgique en 2025 lorsque le peuple congolais et les responsabilités congolaises ne peuvent pas implémenter un programme contre la criminalité maritime de manière effective? Elle est où la responsabilité, par extension, de la France lorsque les autorités camerounaises se maintiennent au pouvoir jusqu'à 92 ans? Elle est où la responsabilité de la France sur le cas du Gabon avec les autorités qui se maintiennent au pouvoir? Alors oui, tenir un discours sur l'histoire n'est pas sans importance. Revisiter, réévaluer l'héritage colonial belge, c'est comprendre l'histoire. C'est aussi la dimension politique, mais c'est aussi la dimension des relations internationales. C'est-à-dire réfléchir à penser l'Afrique, à penser le Congo et par extension l'Afrique, non pas comme héritière d'un traumatisme, mais comme une actrice de sa propre histoire. Et donc, c'est en cela que je voudrais donc marteler mon discours, ma philosophie et ma politique. C'est simple. J'étais avec mon collègue azerbaïdjanais, quelques collègues azerbaïdjanais hier, et je faisais l'observation selon laquelle la ville est très propre. Elle est d'une propreté impressionnante. Elle est impressionnante. Et j'ai envie de dire, ça va faire un moment que j'ai quitté Paris et que je travaille en Afrique, notamment à Madagascar, au Congo, en Tanzanie. Ça fait plaisir d'être dans une ville aussi propre que Bakou aujourd'hui. Mais pourquoi je dis ça? Parce que, alors, je ne sais pas si mes sources étaient vraies. Lorsque je partais pour Madagascar et que je m'enquérais au niveau de Madagascar et sur la ville, j'ai lu que c'était l'une des villes les plus sales du monde. Et dans le top, il y avait Bakou. Je ne me suis pas posé plus de questions parce que je ne savais pas qu'un jour j'arriverais à Bakou. Mais finalement, j'arrive sur place et je me rends compte que la ville n'est pas sale comme je l'ai pensé autrefois.
Et donc, je dialogue avec eux et ils m'expliquent qu'il y a eu des politiques publiques qui ont été menées et que les sanctions sur quelqu'un qui fumerait une cigarette et qui jetterait un mégot sont énormes. Ça, c'est une politique publique. C'est-à-dire développer des politiques, qu'elles soient sur le plan sécuritaire, sur le plan des affaires étrangères, sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, sur le plan de l'industrie, sur le plan de la production. C'est développer des politiques publiques, les implémenter. Et j'ai envie de vous dire, je vais conclure, j'ai envie de vous dire, je suis persuadé qu'aujourd'hui, en 2025, si le Congo était une puissance continentale et internationale, jamais, au grand jamais, on regarderait la Belgique en attendant des réparations.